En 2019, il a été classé par le très célèbre magazine Forbes comme étant l'un des 30 jeunes les plus influents dans la catégorie créativité en Afrique. Il se nomme Herman Kanté, c'est notre invité du jour et il fait partie de ceux qui mettent toute leur énergie et toute leur créativité à la construction d'une Afrique resplendissante. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Pécard et dans cet épisode de Vision 360, nous parlerons d'architecture. Oui, nous parlerons d'architecture car elle est pour nous ce qu'est la chlorophylle pour les plantes. Cet épisode fait partie d'une série de vidéos consacrées plus génériquement à l'architecture. Bonjour Herman. Bonjour Jean-Pierre. Merci de venir à cet échange, surtout de l'avoir accepté et aussi rapidement. On est reconnaissant pour ça. Et donc aujourd'hui, on parle d'architecture au sens global. Avant de démarrer avec notre sujet, est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire? Ok, merci Jean-Pierre déjà pour l'invitation. Oui. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, de parler ce qu'on fait, de ce qu'on fait et surtout de la passion qu'on a. C'est toujours bien d'échanger avec les auditeurs de sa passion et surtout de parler d'un sujet aussi délicat pour la société que l'architecture. Parce qu'il faut dire que l'architecture, c'est toute une délicatesse. Bon alors, qui est Herman Kanté? Sommairement, Herman Kanté, c'est le fondateur de la jeune agence d'architecture Herman Kanté Associés. Basé à Yaoundé au Cameroun, qui a beaucoup de projets en développement, des projets en phase de conception, mais aussi de jeunes réalisations. Et globalement, qui travaille dans les aspects, les domaines, n'est-ce pas, de l'architecture, du design, du landscape design, de l'urbanisme aussi, et du développement de projets. Parce qu'il faut dire qu'avec des clients, nous avons des projets dans les formes de real estate. Voilà. Okay. Et puis, maintenant, à proprement parler de Herman Kanté, il faut déjà dire que Herman Kanté, c'est le jeune architecte camerounais qui a fait ses études à l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme à Lomé au Togo, et qui par la suite, diplômé en 2016, est rentré au Cameroun, a fait son stage d'architecture au cabinet Ubatec Conseil, qui est à l'immeuble Abia, au niveau du carrefour Abia, sur lequel il a été plus ou moins pendant une année responsable d'un certain nombre de projets, notamment la construction de la Direction générale des impôts, sur laquelle il a travaillé une très belle architecture, hein. Une très belle construction, bravo. Oui, une belle construction et mon maître de stage qui a aussi été mon parrain pour l'ordre des architectes, qui est Vigent Claude Ndinga, m'a aussi beaucoup transmis. On dit le savoir, vous savez, l'architecture, c'est une transmission, n'est-ce pas, de savoir. C'est un métier très pratique. Et au-delà des aspects conceptuels et tout, il y a ça. Alors, après ses études, après sa formation, après son stage, Herman Kanté a décidé d'ouvrir son agence d'architecture, agence qui a rapidement connu du succès, parce qu'il faut dire qu'en 2017, nous avons battu un certain nombre de records en tant que jeune agence d'architecture. Que ce soit pour l'Afrique ou dans le monde, parce qu'en 2017, on était les premiers groupes d'architectes africains à gagner le Festival mondial de l'architecture. Ah, bravo, oui. Super. Hein? Oui, meilleur prix de l'identité culturelle. Nous avons conçu la première tour en bois, répertoriée comme la première tour en bois en Afrique, qui est par le Council on Town Building, voilà, exactement. Malheureusement, ça n'a pas été, c'est pas construit, c'est un projet de conception. Nous avons développé des idées sur le bois et tout, en fait, la ville grandissante et tout ça. Et l'American Prize of Architecture, disons qu'aujourd'hui, on cumule une vingtaine de prix internationaux. Ah, super. Nous avons été cotés par plusieurs grands magazines, notamment Forbes et Quartz, en fait. Bon, pour Forbes, je rappelle quand même que tu fais partie des 30 plus jeunes, 30 jeunes de moins de 30 ans en Afrique les plus influents en 2019 dans la catégorie créativité, je crois. Voilà, exactement. Et 30 aussi. 30 aussi pour Quad Innovator, les 30 meilleurs innovateurs de l'Afrique pour l'année 2019. Bon, nous avons eu beaucoup de prix, mais ce qui est
Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous travaillons sur un ensemble de concepts. Nous avons plutôt une approche différente de la ville et tout. Bon, je pourrais dire beaucoup de choses parce que à travers ça, on a fait beaucoup de conférences dans le monde. Nous avons été invités comme les premiers architectes, disons, d'Afrique noire, à présenter à Brisbane pour le Continental Building, donc l'institution mondiale pour les gratte-ciel, présenter une tour à Brisbane, Sydney. Et puis, beaucoup d'événements, notamment beaucoup de prix comme la Fajol Sim Award et tout ça. Et... Je vous ai vu avec, à côté de Léopold Kagame. Oui, ça a dû être un bon moment pour vous. Bien sûr. Il représente une certaine stature pour l'Afrique aujourd'hui. Oui, ça a surtout été un échange très intéressant parce qu'en 2018, nous avons été invités déjà avant la rencontre en Égypte, au Maroc. Nous étions dans les 30 meilleurs jeunes innovateurs africains qu'on a invités, notamment avec d'autres Camerounais, dont Félix Fauquois, le graphiste probablement que vous connaissez aussi. Ensuite, c'était pour parler de la question de la ville parce que c'était organisé par DCLG qui est gouvernement et ville unie en fait sur des projets de la ville. C'était le congrès de AfriCity de 2018 où on a fait un certain nombre de présentations. Et ensuite, la même année, en décembre 2018, on a été invité par le ministère des Investissements égyptiens, de la Commissariat et de l'Union africaine pour représenter 5 jeunes entrepreneurs qui ont plus ou moins réussi dans leur branche, dans le panel présidentiel du YED, c'était le Young Presidential Dialogue et tout. Et notamment où on était sur le panel avec les présidents Fattah al-Sisi et Paul Kagame. Et notamment, fort de cette expérience, cette année aussi, j'ai été invité au World Youth Forum pour entretenir un atelier, pour entretenir aussi des jeunes sur un ensemble de choses. Et j'ai bénéficié de la bourse Presidential Leadership du président égyptien, mais bon, malheureusement, trop d'activités, je ne pouvais pas assister. Mais disons que Herman Kamte, c'est beaucoup de choses. Non, mais beaucoup de choses à la fois. On est à la fois sidéré on va dire quoi? On est à la fois sidéré et puis juste ému par le parcours. On réalise une escarcelle bien remplie. J'ai envie de dire même une veste remplie de médaillons et un classeur rempli de trophées. Bravo. Et donc, c'est juste super. Et c'est réjouissant de voir des personnes qui mettent toute leur énergie et toute leur passion dans ce qu'ils font au service de la société dans laquelle ils vivent. Donc aujourd'hui, nous parlons d'architecture au sens générique du terme. Et ce que je réalise quand je discute avec mes clients, ou plutôt des personnes comme ça, c'est qu'il y a beaucoup qui ne savent pas c'est qu'est l'architecture en soi. Est-ce que tu peux nous dire en des mots très simples, pour le commun des mortels, pour des néophytes, qu'est-ce que l'architecture? Bon, je pense que dans la profession, il n'y a pas une définition quasi standard de l'architecture. Parce que l'architecture, c'est déjà d'abord une philosophie. Ça intègre les éléments, comme on dit, la cosmogonie d'un peuple, c'est-à-dire les ensembles de us et coutumes de ce peuple-là. Mais disons que sommairement, l'architecture peut être définie comme l'expression des valeurs d'une culture, l'expression des valeurs d'un peuple. Ça veut dire, quand vous rentrez dans l'architecture, il y a un ensemble d'éléments techniques, mais aussi des aspects qui sont plutôt subtils. Ça veut dire que l'architecture, en même temps, vous avez les sciences exactes, mais vous avez les sciences humaines et les autres sciences qui demandent un certain nombre de sensibilités, comme l'art et tout ce que vous pouvez avoir comme différentes formes artistiques. Et surtout que l'architecture aussi découle généralement vraiment d'une réelle philosophie, parce que ça s'est toujours accompagné avec des mouvements littéraires. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il n'y a pas un carcan qui dit voici exactement ce qu'est l'architecture. Parce que selon un peuple, la définition peut avoir différentes variantes. Mais si on veut rester dans les aspects purement techniques, on dira que en fait, l'architecture, c'est l'expression, n'est-ce pas, de ces valeurs d'un peuple, en fait, un peuple qui décide, n'est-ce pas, de son mode d'habiter, de son mode d'appréhender son espace, de son mode de s'accoutumer à son environnement. Après,
ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que pour définir aussi l'architecture, parfois il faut comprendre ce qui n'est pas l'architecture. Ouais, ça c'est important. Parce qu'il faut faire les nuances. Ouais. La construction n'est pas l'architecture. Ouais. L'architecture, c'est l'architecture. La construction, c'est la construction. Ouais. Et c'est tellement bien organisé dans le jeu de ce développement que vous avez des architectes et vous avez des constructeurs qui ne sont pas des architectes. Parce qu'il faut comprendre que dans la construction, on fait strictement appel à la maîtrise de connaissances techniques. Dans la construction, vous n'avez que la maîtrise de connaissances techniques. Dans une construction, vous avez des ingénieurs, vous avez tous les corps de génie en général. Vous avez les ingénieurs de génie civil, génie électrique, génie hydraulique, toutes les formes de génie. C'est dans la construction. Tout à fait. Mais quand vous parlez de l'architecture, vous avez un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte. Quand vous faites l'architecture, vous pouvez généralement et très souvent collaborer avec des artistes qui peuvent être des peintres, qui peuvent être des sculpteurs, qui peuvent être des artistes, même musiciens. Ça veut dire que vous avez un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte parce que ça découle de subtilités. Par exemple, quand vous travaillez sur un monument, pour savoir ce que ça représente, vous avez besoin de vous renseigner auprès de cette culture, renseigner auprès des événements, renseigner auprès des artistes peut-être majeurs qui influencent, qui sont importants, qui comptent pour cette culture, qui représentent cette culture, vous voyez. Il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte. Et là, vous commencez à parler d'architecture. N'est pas la construction, non, c'est pas le design, je suppose. Non, le design, l'architecture n'est pas le design. Il y a l'architecture et il y a le design. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas le design. C'est-à-dire le fait d'être un designer ne dit pas forcément que vous êtes un architecte. Vous voyez? Parce que le design a des aspects aussi purement techniques. Ça veut dire que, par exemple, les assiettes, les couverts, tout ce que vous avez tout ce que vous avez quand vous préparez une table, c'est du design. Vous avez des meubles, vous avez du verre, vous avez tout ça là. Tout à fait. Mais c'est une maîtrise de la technique. C'est ça qu'on appelle du design industriel pour la production d'un produit à la fin. Ça veut dire que après, à l'intérieur, on peut faire l'architecture. Il y a les éléments de la culture qui peuvent s'intégrer, qui peuvent rendre... Parce que tous les objets ne sont pas des objets culturels, tous les objets ne sont pas des objets forcément artistiques. C'est vrai qu'en confond, il y a une très grande confusion entre tout ça, mais tous les objets ne découlent pas forcément de l'artiste. La production d'un verre à série ne le rend pas forcément artistique. Mais si vous allez, moi je dis souvent, quand vous allez par exemple à l'ouest du Cameroun ou dans les chefferies, vous allez constater que quand on fait par exemple les toitures ou les murs en bambou, les motifs sur les murs ont une configuration souvent différente qui peuvent représenter le rang social de l'individu qui y vit, ou la toiture peut être chapeautée avec quelque chose qui représente ce rang social. Là, on entre dans les aspects culturels de cet environnement, parce que si vous arrivez dans ce village et que vous décidez de construire votre maison comme ça, vous pouvez faire la prison traditionnelle. Clairement. Parce que vous êtes en train probablement d'usurper un rang que dans ce village, vous n'occupez pas. Vous voyez, il y a des éléments. Et on retrouve ça un peu partout, hein. En Afrique, chez les Bétés, chez les Zoulous, au Mali, chez les Malinké, ainsi de suite. Par contre, l'architecte, quand on parle de la construction, c'est la technique. Ça veut dire, pour construire un mur en béton, les techniques et les formules sont connues. Vous voyez, c'est pas sorcier. Non, du tout. Et c'est pour ça donc que dans le travail de l'architecte, il y a un travail de recherche de la créativité. Donc, c'est là où on rentre dans cette recherche. On rentre dans la recherche de comprendre cette culture, de comprendre cet environnement pour sortir le meilleur de ça. Ok, parfait. Donc, c'est... Merci beaucoup pour la réponse. Je pense qu'à partir de ces éléments, on peut plus ou moins faire le distinguo de l'architecture, et du coup ça nous permettra peut-être de comprendre en quoi est-ce qu'un architecte est important dans un projet. Ok Herman, une autre question qui me taraude l'esprit depuis un moment, c'est celle de savoir si on peut se passer d'un architecte lors de la planification d'une ville.
Oui, si naturellement vous ne voulez pas de ville. Bon, absolument pas, absolument pas. En réalité, de ce qui découle des précédentes questions, vous comprendrez l'impact de l'architecte dans ce qu'est la planification de la ville. Alors, moi, la question, elle m'intéresse bien, d'autant plus que l'un de mes combats et l'un de mes leitmotifs, c'est construire les villes de demain. Ça veut dire construire les villes de demain en tenant compte du fait que les villes de demain se construisent à partir des villes d'aujourd'hui. Et ça demande la maîtrise, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments, d'outils, de canaux dont seul un certain type de professionnels sont équipés. Il faut déjà comprendre que dans la planification d'une ville, il intervient c'est un vaste champ de professionnels qui interviennent. Parce que dans la ville, il y a un ensemble de questions. Il y a les questions administratives, les questions économiques, la politique générale, l'occupation de l'espace, l'occupation du territoire, tout ce qui est règles et tout. Donc vous avez forcément les architectes, les urbanistes, les gestionnaires urbains, vous avez les économistes, vous avez les sociologues, les psychologues, les anthropologues. Tout le monde, techniquement, dans la planification d'une ville, tous les corps doivent intervenir parce que tout le monde doit donner son mot puisque chaque corps a une projection du développement du pays. Techniquement, dans un pays comme le Cameroun, il est logique que l'ordre des architectes ait sa vision, que celui des ingénieurs ait sa vision, mais il faut que tout ça rentre dans une vision, une dynamique globale pour qu'on aille de l'avant. Alors, moi, je vais me parler du cas spécifique des architectes parce qu'il faut dire aussi, la réalité, c'est que tous les autres corps de métier de la ville découlent du premier métier qui était l'architecture. Le premier, c'était d'abord l'architecture. Ensuite, ça s'est un métier élitiste quand même. Hein. Oui, bon. bon, oui, à l'époque, bien sûr, parce que... Oui, non, en fait, non, c'est très délicat, c'est sensible, parce qu'il faut le dire, les premiers architectes, c'était aussi ces grands philosophes. Qui étaient proches de la noblesse. Qui étaient proches de la noblesse et qui ont planifié les premières grandes villes. Mais quand on parle des grandes pyramides en Égypte, on parle de l'architecte, du tout premier architecte Imhotep. Quand on parle de ces grandes constructions, des grandes... En fait, il faut comprendre que l'architecte, tout ça là, même dans les villes modernes, le Corbusier et tout, aujourd'hui, on a les Norman Foster, on a eu Zaha Hadid, décédé par son âme, il y a eu tout ça, mais il faut comprendre que l'architecte a toujours accompagné une grosse vision. Ça veut dire que tant qu'une grosse vision politique ne se développe pas, il est difficile de développer la grande vision parce que l'architecte est celui qui matérialise cette vision. Pourquoi? Parce que on a défini un ensemble d'éléments qui rentrent en compte dans le cadre de la conception de l'architecture. Par exemple, quand on veut planifier une ville, la ville c'est quoi? Elle est occupée par qui? Quels sont les intrants? Quelles sont les personnes qui vivent dans la ville? Comment les personnes interagissent entre elles? Comment est-ce qu'on veut que la ville se développe? Quelles sont les différentes connexions qu'on veut que cette ville occupe? Quelle est sa place? Peut-être par rapport au pays, par rapport au monde, par rapport à tout ça. Donc, l'architecte est à même de définir ça parce qu'il faut dire que techniquement, un architecte, c'est celui qui sait un peu de tout sur un vaste champ de choses. Tout à fait. C'est ça, techniquement, un bon architecte. Ça veut dire qu'un bon architecte doit maîtriser un peu d'ingénierie, un peu d'économie, il faut maîtriser un peu de tout ça. Parce que dans le projet, généralement, on est les maîtres d'œuvre. Ça veut dire qu'il faut accompagner, il faut être le chef d'orchestre. Et quand on parle du cas délicat d'une ville, vous prenez donc en compte tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, la place de l'architecte est d'autant plus importante que si vous avez observé, vous verrez que les villes africaines ont tendance à se développer dans un mouvement purement occidental. Et c'est dommage parce que ça fait disparaître un peu de nous. Parce qu'il faut dire que... En plus, hein. Bien sûr, parce que l'architecture... Une richesse folle quand même. Non, une énorme richesse. Au Cameroun, c'est 250 ethnies, les langues, les cultures et tout. Même chose dans quasiment tous les pays. Bien sûr. On retrouve beaucoup de cultures, beaucoup de... Non, le Cameroun a beaucoup de particularités. Le Cameroun, par exemple, c'est le 7e pays au monde avec la plus grande diversité culturelle. En termes de développement, par exemple, de produits, matériaux, tout ça, là, on est, je crois, 2e forêt en Afrique, je crois, après le Congo et tout. Tout à fait. Donc, vous voyez qu'il y a un très fort potentiel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et pour ça, les villes doivent se développer avec une vision, comme on disait, la cosmogonie des Camerounais. Ça veut dire que, quelle est la vision que les Camerounais ont du Cameroun?
C'est dommage de vouloir représenter, vous savez, on n'a pas besoin de représenter Paris à Yaoundé parce que les Parisiens ne viendront jamais à Yaoundé pour se sentir à Paris. Tout le monde qui va aller à Paris va à Paris. Ouais. Ceux qui veulent aller à New York vont à New York. Ouais. Mais ça ne sert à rien de faire des villes fake. C'est une tuerie pour l'innovation de venir reproduire les Haussmanniens à Yaoundé. Surtout, c'est même pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que on veut créer un idéal qui n'est pas le nôtre. Parce qu'en fait, une belle maison parisienne à Yaoundé, franchement, ça ne parle pas à grand monde dans mon village à Bamendi. Pourtant, on apprécie. Hein? On apprécie les beautés qui sont faites ailleurs, par ailleurs, mais il faut des beautés en local. Non, vous savez, la période coloniale et tout ça a été très brutale. Aujourd'hui, on aime beaucoup de choses pour des raisons dont on ne s'explique pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est devenu une sorte de cliché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans des clichés. On se dit, c'est forcément plus bien si c'est comme ça, si c'est ci, si c'est ça. Mais je pense qu'on a besoin d'un retour aux sources, on a besoin d'un retour pour comprendre qu'est-ce qui était fondamental, qu'est-ce qui était. Parce que quand vous rentrez dans nos cultures, aujourd'hui on parle de développement durable, on parle de tout ça, mais moi, par exemple, quand je m'en vais dans mon village, je vois les cases en bambou qui ont été développées, le système du grenier où ma grand-maman décédée séchait ses arachides, séchait son maïs pour les prochaines cultures. Le système avec lequel, parce qu'il fait vraiment froid à l'ouest, on utilisait la chaleur, la fumée pour à la fois sécher les produits et répandre la chaleur dans la maison. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, il y avait toute une réflexion dans ça. Ce n'est pas juste parce que ça n'a pas été écrit que ça ne mérite pas. Vous voyez un peu, moi je regarde un peu, je me rappelle mon grand-papa, il avait sa case en bambou qui avait pratiquement une dizaine de mètres, le bambou et le torchis, avec un truc. Vous voyez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à sauvegarder qu'on peut réutiliser et réinterpréter. Et c'est ça le but de l'architecte. L'architecte doit réinterpréter ces éléments pour révéler au mieux la société. Et il y a quand même une chose qui me passionne beaucoup dans ta démarche à toi, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects durables, renouvelables, donc sans destruction, sans empiéter sur la nature, sur l'écosystème qui nous entoure. J'aime bien cet aspect de choses-là. Bon, je vais vous décevoir, mais après, je vais essayer de me rattraper. Il faut déjà dire que la construction, elle est généralement destructrice. Parce que pour construire, il faut détruire le terrain. Ça veut dire que quand vous voulez construire, vous vous imposez sur le terrain. En réalité, vous imposez quelque chose qui n'était pas là au terrain. Tout à fait. Donc, ce qui fait que dans la démarche, le but maintenant, c'est juste de limiter, n'est-ce pas, l'impact que vous apportez sur ce terrain. Parce que forcément, pour faire le palais des congrès, il a fallu détruire cette montagne, il a fallu la tailler. Maintenant, est-ce qu'on a réintégré, on a intégré des éléments qui permettent de rendre un certain nombre de choses à la nature? Ça, c'est maintenant à regarder, observer, faire son audit et faire le constat. Mais je dirais, pour moi, ce qui reste intéressant, je dis bien, la tour en bois de Lagos, pour moi, c'est un projet qui résume de façon globale les objectifs que Herman Kamte est associé de recherche quand on fait un projet. Ouais, on présentera des clichés de ce très bel chef-d'œuvre. Hein. Voilà. En fait, le projet s'intéresse à trois grandes... J'en bave, j'ai envie de dire, à la limite. C'est trois grandes questions principales pour nous. L'identité culturelle, l'extension de la ville et enfin, les matériaux. Et tout ça là rentre dans un grand carcan qui est le travail. C'est parce qu'il faut dire une réalité. En Afrique, il y a un problème d'emploi. Ça veut dire que quand on a l'occasion de faire l'architecture, il faut créer, n'est-ce pas, cette possibilité d'emploi pour les jeunes. L'identité culturelle, parce que pour moi, la ville doit se construire à partir d'un héritage qui existe, de quelque chose. Vous savez, en Afrique, on a tendance à vouloir être le premier, forcément, à faire quelque chose, faire ça. Mais je pense que c'est une erreur parce que rien n'est jamais ex nihilo. Vous savez, pour faire ce que j'ai fait, je me suis appuyé sur ce que les gens avaient fait précédemment. Non, c'est une continuité. C'est-à-dire que je n'ai ni inventé le bois, ni inventé la forme d'architecture, je n'ai que fait une interprétation. Tout à fait. Une interprétation peut-être nouvelle ou une approche autre que celle qui est là. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas inventé le matériau bois. Je n'ai pas inventé le système, comment le bois il se construit, il se passe, mais c'est l'interprétation, la façon dont j'ai observé l'environnement, essayer d'y mettre quelque chose. Et je pense que ça,
ça découle aussi de l'identité de qui je suis. Parce que j'ai voulu traduire quelque chose qui m'était proche, qui était proche, n'est-ce pas, de cet environnement-là. Ensuite, l'extension verticale de la ville. Aujourd'hui, les villes comme par exemple Yaoundé. Yaoundé est une ville très étalée. Par exemple, à Douala, il y a beaucoup plus d'habitants qu'à Yaoundé, mais Douala s'étend sur 280 ou 288 km², alors que Yaoundé est au-delà de 320 km². Mais il y a moins d'habitants à Yaoundé qu'à Douala. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'équipement. Et ensuite, vous voyez, il y a des gens qui vivent très loin des équipements, des infrastructures assez importantes. Très loin. Ça veut dire que ça devient difficile, même pour l'État, de suivre. Parce qu'on ne peut pas aller construire, ce n'est pas parce que les gens se sont étalés qu'on va aller construire les hôpitaux, parce que ce n'est pas possible de suivre ça du tout. Donc, organiser verticalement la ville, c'est, n'est-ce pas, optimiser l'usage du terrain, l'usage de l'espace, rapprocher le maximum de gens, n'est-ce pas, de ces équipements. Et ensuite, il faut comprendre que dans l'architecture, c'est une philosophie. Donc, il y a un parti pris et il y a forcément un parti qu'on n'a pas, qui n'est pas... Oui, parce que dans ma démarche, il y a forcément des plus et il y a forcément des moins. Mais je travaille à améliorer les plus et à réduire les moins. Et ensuite, je finirai par le matériau. Parce qu'il faut dire que l'une des conceptions les plus difficiles, c'est-à-dire que ce qui est difficilement admissible pour moi et qui est bizarrement très facile admissible par les autres, c'est que le bois qui a grandi dans la forêt équatoriale au Cameroun n'arrive pas à être utilisé sous prétexte que l'humidité va le détruire. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire qu'un matériau s'est développé dans votre environnement, mais qu'il n'est que probable, il n'est que propice à être utilisé dans un autre. Ça n'a aucun sens parce que fondamentalement, les gens ont toujours utilisé les matériaux qui leur étaient proches. Si dans le Sahel, ils ont développé une architecture en banco, ce n'est pas parce qu'ils avaient du bois, c'est parce qu'ils n'en avaient pas. Parce que s'ils avaient du bois, ils auraient développé. C'est comme ça. L'homme a toujours utilisé les éléments de proximité. Et aujourd'hui, quand on parle même de cette grande économie, intervenir local pour impacter global, c'est parce qu'on veut créer, n'est-ce pas, ces échanges de proximité. Et c'est un ensemble de choses qu'il faut travailler. C'est là où on comprend que l'architecture, ce n'est pas juste faire des beaux dessins. C'est-à-dire que s'il s'agissait de faire de beaux dessins, franchement, ce n'est pas très complexe. Vous donnez un ordinateur à n'importe qui et puis vous lui montrez la maîtrise du truc et il fera des beaux dessins. Mais l'architecture, c'est bien au-delà de ça. Il y a une pensée critique, il y a un positionnement, il y a une vision qu'il faut accompagner, qu'il faut développer et qu'il faut implémenter. Voilà plus ou moins... Donc quand vous pensez à la planification de la ville, voilà à quoi un architecte vous est important. Il faut maîtriser toute cette huile-là. Tout à fait. Non mais excellent. Il faut le chef d'orchestre. L'architecture est le reflet de notre culture. Elle est une nécessité. Elle est pour nous ce qu'est la chlorophylle pour les plantes. La semaine dernière, nous avons parlé d'architecture d'intérieur. Cette semaine, nous avons parlé de fond en comble d'architecture. La semaine prochaine, nous parlerons de décoration intérieure, mais cette fois avec des éléments précis, des exemples concrets d'objets que vous pouvez utiliser pour vos décorations. Pour le moins, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sur ce, nous nous disons à la semaine prochaine.